Donc, bonjour Madame Leland, merci beaucoup de nous rencontrer. Tout d'abord, on voulait savoir quels sont votre rôle, vos tâches ici. Qu'est-ce que vous faites dans le fond, votre métier? Mon métier à moi, Oui. je suis la coordinatrice régionale de l'association Le Refuge à la délégation de Paris-Île-de-France. Du coup, je coordonne pas mal de choses ici. Moi, mes principales activités, ça va être de trouver des financements pour pérenniser la délégation de Paris. Je rencontre beaucoup de partenaires, que ce soit des partenaires sociaux, culturels, médicaux. Je rencontre beaucoup d'élus, que ce soit des sénateurs, des députés, des conseillers régionaux. Et je gère aussi les bénévoles qui sont ici parce qu'on est une structure qui fonctionne avec beaucoup de bénévoles. Et puis je gère les jeunes et je fais partie de l'équipe éducative avec mes deux autres collègues qui sont travailleurs sociaux. Vous savez combien de jeunes environ ici? Ça peut varier beaucoup ou Alors sur la délégation de... Alors en fait, juste je coupe 2 secondes, mais si vous voulez qu'on parle au niveau national ou au niveau de... Vraiment vous, votre expérience à mon vous? expérience. Puis, ouais. Ok. Du coup, nous, on accueille 19 jeunes ici en hébergement et puis on en suit, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui viennent nous voir et qui ne sont pas hébergés chez nous, on en suit à peu près une vingtaine. Ok, ok. Puis, comment ça se passe d'habitude quand les gens viennent vous voir? Est-ce qu'ils doivent appeler au préalable? Est-ce qu'ils font juste se présenter ici, puis ils ont justement un endroit où rester? Comment ça fonctionne? Non, en fait, ils doivent nous appeler au préalable. Alors, soit ils appellent sur la ligne d'écoute qu'on a, ou soit c'est de plus en plus des assistantes sociales, d'autres travailleurs sociaux qui vont nous orienter les jeunes. Et on va prendre rendez-vous avec ces jeunes-là et ils doivent passer un premier entretien où on va faire un petit peu le point sur la situation du jeune. On va aborder tout de suite l'orientation sexuelle, du coup, puis après sa relation avec ses parents au niveau de l'homophobie familiale, et puis le rejet, et puis le projet du jeune, enfin, qu'est-ce qu'il fait en ce moment, qu'est-ce qu'il veut faire maintenant, comment on va pouvoir l'aider, quoi. Voilà, c'est ça. Et après, il faut qu'il ait entre 18 et 25 ans et victime d'homophobie ou de transphobie familiale. C'est ça, est-ce que c'est juste par rapport aux familles ou c'est vraiment de l'homophobie en général à Non, l'école? nous, c'est vraiment par rapport aux familles. Voilà. Ok. Puis aussi, c'est quoi des types de situations qui seraient fréquentes? Par exemple, des familles, est-ce que c'est grave souvent? Est-ce qu'ils vont être mis hors de chez eux? Comment ça fonctionne un peu? Ah oui, s'ils viennent nous voir, c'est qu'à un moment donné, ils n'ont plus pu rester chez eux. Alors, soit on leur a demandé, une fois que le jeune a fait son coming out, ou qu'on a découvert qu'il était homosexuel ou transgenre, soit les parents vont lui mettre tellement la pression qu'il va plus supporter, du coup il va s'en aller, ou soit les parents vont le mettre tout de suite dehors, ou soit parfois il y a le jeune qui n'a pas encore fait son coming out et qui ne le fera pas et qui s'en ira de chez lui, parce qu'il sait très bien que s'il le fait, ça va être très compliqué pour lui auprès de sa famille. Et, Vas-y. les jeunes restent combien de temps environ ici? Alors, on est censé héberger les jeunes entre 1 et 6 mois ici, sur le papier, effectivement. Ok. Et puis, après, dans la réalité, ça se passe autrement. Alors, surtout à Paris, parce que pour trouver des logements ici, c'est extrêmement difficile et puis ça coûte très cher quand même. Ouais. Et puis, il y a des jeunes qui sont de plus en plus fragilisés en fait et ils arrivent, alors effectivement, ils ont été victimes d'homophobie ou de transphobie familiale, mais il y a tout le reste qui suit, je veux dire, l'errance, le fait qu'au départ ils aillent chez des amis et que finalement les amis veulent plus les accueillir, puis du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur des sites internet pour aller dormir chez des mecs et contre de la prostitution, en fait, l'hébergement contre la prostitution. Chose qu'ils n'ont pas forcément... chose qu'ils ne voient pas au départ comme de la prostitution, mais une fois qu'ils arrivent chez nous et qu'ils arrêtent de faire ça, ils se rendent bien compte qu'ils ont dû vendre leur corps pour avoir un toit. Et du coup, c'est difficile et voilà. Et puis, il y a beaucoup de jeunes qui ont des problématiques d'addiction avec la drogue, on va plus le shit et tout ça, et après la boisson, quoi, aussi. Donc, il y a un lien entre prostitution puis homosexualité ici. Ça va vraiment être une solution pour beaucoup de gens. Ouais, Ok. pour les 2 tiers des gens. Ah oui? Ouais. Autant que ça? Ouais. Ok. Et oui, parce qu'en fait, je ne sais pas si ça existe chez vous, mais du coup, on a chez nous un système qui s'appelle le 115. Et quand on se retrouve à la rue, qu'on dort dehors, on appelle ce numéro de téléphone et on peut aller dormir dans des centres d'hébergement. Sauf que déjà, il n'y a pas de place. Il y a beaucoup de gens qui sont malheureux ici à Paris et il y a beaucoup de gens qui dorment dehors. Et de deux, s'il y a de la place, c'est pas forcément un centre qui va être adapté pour nos jeunes. Ça va être avec des personnes qui sont en situation de clochardisation, des personnes plus âgées, qui ont peut-être 40 ans, 50 ans,
et qui sont très alcoolisées, et qui peuvent être aussi du coup homophobes et violentes, et du coup pouvoir embêter nos jeunes, quoi. Donc les jeunes préfèrent soit être dehors ou soit aller chez des mecs. Ok. Est-ce que vous remarquez, en fait, je suis pas au courant, est-ce que c'est plus filles, garçons? Est-ce que... On accueille beaucoup plus de garçons chez nous. On va dire qu'on accueille 85% de garçons, 10% de filles et 5% de personnes transgenres. Ok, parfait. 85. Puis est-ce qu'il y a une différence dans l'acceptation? Est-ce que vous pensez qu'il y a moins de gens qui sont acceptés parce qu'ils sont transgenres ou c'est égal avec l'homosexualité par rapport à... Ah non, je crois que non, encore moins les personnes transgenres. Hein. Ouais. Je pense que déjà les filles homosexuelles, elles sont un peu mieux acceptées ici que les hommes, parce qu'il y a plus le fantasme de deux nanas ensemble, etc. Tandis que les hommes, c'est tout de suite, on va voir des images sexuelles qui vont pas plaire aux hommes, quoi. Puis est-ce qu'il y a eu une amélioration, une détérioration suite justement au mariage pour tous en 2013? Bah, nous, on a toujours des jeunes qui viennent nous voir. Hein. Je veux dire, ça n'a pas stoppé. La loi Taubira n'a pas stoppé l'homophobie en France. Hein. Enfin, voilà. C'est ça, mais est-ce qu'il y en a eu, est-ce que vous pensez qu'il y en a eu plus, que ça a permis à beaucoup de gens qui n'étaient pas nécessairement, parce que c'est illégal de porter des propos homophobes, Ouais. mais est-ce que vous pensez que ça a ouvert la porte aux gens pour qu'ils soient Je pense homophobes? que l'homophobie, elle était présente, mais moins dite, quoi. Là, c'est vrai que ça a permis d'extérioriser toutes les pensées, mais je pense que tous ces propos ont toujours été présents, en fait. C'est juste qu'ils ont pu être médiatisés, quoi. Puis est-ce que vos jeunes, justement, ils se sont impliqués là-dedans? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont justement participé et qui voulaient la légalisation du mariage? Oui, il y en a qui ont manifesté, hein, bien sûr, pour la loi Taubira, hein, bien sûr, mais après, ils étaient partisans parce qu'ils estiment avoir les mêmes droits que tout le monde, et nous, on est bien d'accord avec ça. Après, ils n'en sont pas encore... maintenant, ils en parlent plus trop, quoi. Enfin, eux, ils n'en sont pas à ce stade-là, ils veulent pas se marier, quoi. Je veux dire, ils doivent se reconstruire, et puis ils sont tout jeunes, quoi. Donc le mariage, c'est pas leur préoccupation première. Et puis au Québec, nous, on a beaucoup de sensibilisation dans les écoles, dans le fond, des conférences. On en a au moins une par année, presque, par année scolaire. Ici, ça ressemble à quoi? C'est des interventions en milieu scolaire, nous, et ça s'adresse à un public qui a du collège, je sais pas si vous savez, 11, 12, 13, 14, 15 ans. Nous, ça commence par là, jusqu'à 18 ans. Ok, ça trouve quand même... Ouais, mais du coup, c'est pas une obligation de faire ça en France. Hein, donc, nous, on y va quand on nous sollicite. Et voilà, on intervient par rapport, on pose la question, qu'est-ce qu'un homosexuel, qu'est-ce que l'homophobie, on joue avec les clichés aussi, parce qu'il y a on va dans des classes en fait où il y a en général beaucoup de garçons qui font un métier manuel. Du coup, ils ont des préjugés, des clichés, genre un homosexuel, il a un sac à main, il porte des talons, il a du rouge à lèvres, enfin voilà, mais ils ont du mal à concevoir qu'un homosexuel puisse être hyper viril, quoi. Ok, il y a vraiment le cliché dans la tête. Ok. Puis vous y allez souvent dans les écoles? Oui, on peut y aller régulièrement, en fait. Hein. Après, ça se fait au niveau national, mais là, on en a fait il y a 15 jours, on va en refaire prochainement. Fait que c'est quand même demandé. Oui. Au niveau national, il y a combien de sites, justement, le refuge? On a 15 antennes et sites. Ouais, 15 antennes. Et on héberge 80 jeunes. 80. Puis est-ce que vous pensez qu'il y a assez de ressources qui sont dédiées à ça, justement, pour les jeunes? Non, je pense qu'il faudrait plus de place. Mais nous, on ne propose pas qu'un hébergement. En fait, il y a tout l'accompagnement social qui va derrière. Et du coup, il faudrait plus de personnel. Donc il faudrait plus de moyens financiers. Puis justement aussi par rapport à ce que vous faites comme travail avec le jeune, donc pouvez-vous nous donner vraiment en détail comment ça va se passer quand il va se présenter, comme combien de rencontres vous allez faire, des choses comme ça? Le jeune, il passe un premier entretien avec un des travailleurs sociaux. Après, on va se réunir en équipe avec mes collègues pour discuter de la situation du jeune. S'il y a une place qui est disponible ici et que le jeune rentre dans le cadre, on va quand même demander à revoir le jeune pour un peu mieux lui expliquer les choses et puis pour qu'on se présente. Et puis après, on le fera intégrer un dispositif, un appartement du coup. Alors ici sur Paris, ils vivent en colocation, ils sont 6 par appartement et 2 par chambre.
et ils sont en autonomie. Et du coup, voilà, donc le jeune est hébergé. Puis à partir de ce moment-là, plusieurs chemins pour lui. Il n'a pas d'activité professionnelle, on va lui demander de venir régulièrement ici pour faire ses démarches, 3 fois par semaine. Pour bénéficier de nourriture, on fait ce qu'on appelle une banque alimentaire qui a lieu 2 fois par semaine. Alors dans un magasin, dans un supermarché, et après dans un gros centre, on va récupérer plus de nourriture. Du coup, on va chercher la nourriture avec le jeune, et puis le jeune pourra se nourrir gratuitement. Mais il vient récupérer avec nous parce qu'on n'est pas un service de livraison, quoi. Ouais. Et pour ceux qui travaillent, c'est plus un logement que vous offrez dans le fond. Ouais, et puis tout l'accompagnement pour trouver un logement, du coup, parce que nous, ils sont censés rester 6 mois, et après, enfin, comment dire, il faut qu'ils se responsabilisent. Nous, on leur fait pas payer grand-chose. Je sais pas si ça vous parle, mais pour un jeune qui travaille, nous, le SMIC en France, vous savez ce que c'est le SMIC? Non, vous l'expliquer? C'est le salaire minimum en France, légal. Donc, c'est de 1 200 €. Je sais pas si vous arrivez par mois. Voilà. Je comprends. Et du coup, aux jeunes, on va leur demander de payer 100 € par mois. Okay. Sachant qu'à Paris, un loyer, c'est au minimum pour un appartement. À Paris même, ça va être 700 €. Okay. C'est très cher. C'est vraiment cher. Ouais, pour un 20 mètres carrés. Okay. Puis est-ce que aussi vous travaillez pour que, j'imagine, pour que les jeunes, en fond, retrouvent une relation avec leurs parents? Est-ce que on voit souvent ça? Non, on voit très rarement ça. Ouais, quand on reçoit le jeune en entretien, on va lui demander s'il souhaite qu'on prenne contact avec ses parents, et franchement, il n'a pas du tout envie. Et puis au fur et à mesure, parfois, il va renouer un petit peu des liens, mais ça a quand même été brisé, quoi. C'est très rare qu'il y ait un jeune qui retourne chez ses parents. Ok, ouais. Et il découvre son autonomie, puis là, dans le fond, une fois qu'il est parti. C'est ça, exactement. Non, c'est triste. Ouais. Est-ce que des fois c'est plus brutal comme choc, comme quand ça se sépare des parents, ou est-ce que ça peut se faire sur une longue période? Ça fait les deux, ça peut être les deux, comme je vous ai dit. Soit on lui demande de partir tout de suite et on lui prend ses bagages, on lui fout dehors et on lui dit casse-toi. Soit on lui met beaucoup de pression et du coup à un moment le jeune il va être épuisé, il va s'en aller, quoi. Est-ce qu'il y a par exemple la race ou l'ethnie ou la religion, est-ce qu'il y a des facteurs qui influencent? Oui. Alors ils viennent de tous milieux sociaux, nos jeunes. Par contre, ils sont issus de familles pour la plupart religieuses et pratiquantes. Mais que ça soit la religion musulmane, la religion catholique, la religion juive, c'est tout ça même enseigne. Puis vous avez combien de jeunes ici dans votre... 19. 19, ok, c'est ça, je me rappelle plus. Ok, 19. Puis est-ce que vous voyez, par exemple, est-ce qu'il y a des gens qui ne seront pas religieux? Est-ce qu'il y a des gens... Mais si vous avez dit que ça vient de tout milieu, c'est pas vraiment classifié genre bien aisé ou... Oui, ça peut être un fils d'avocat, comme un fils de boucher ou une fille de maçon, ouais, ça vient de tout. Ok. Puis vous, personnellement, qu'est-ce que vous pensez de tout... dans le fond, le mariage, on sait que vous êtes pour le mariage pour tous, mais pour la PMA, est-ce que vous croyez qu'on devrait adopter la PMA pour les couples de gestation par autrui aussi, non? Oui, je vois ce que c'est. Je sais pas. Enfin, je peux pas me prononcer par rapport à ça. Enfin, nous, après, notre association, elle n'est pas engagée par rapport à tout ça. On voudrait qu'il y ait les mêmes droits pour tout le monde. Et bon, après, la gestation pour autrui, en France, on l'a pas. Donc, que ça soit pour les couples homosexuels ou hétérosexuels. C'est ça. Vous l'avez, vous, au Canada? On a eu la question hier, puis on n'a pas eu le temps de chercher, mais c'est vraiment quelque chose qu'on va faire comme parallèle, parce que je pense qu'aux États-Unis, on a le droit, mais je pense que oui. Mais au Canada, vous savez pas? Je pense que oui, mais je suis pas sûre. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vais vérifier. Puis, ça m'intrigue, parce qu'il y a vraiment une différence entre le Canada puis la France. Mais est-ce que les jeunes seraient intéressés par le Canada? Est-ce qu'ils voient ça comme quelque chose, un pays plus ouvert par rapport à l'homosexualité? Est-ce qu'ils savent ou... Je sais pas, s'il y en a, c'est certains qui savent que le Canada est un pays plus ouvert, et puis ouvert beaucoup plus sur plein de choses, en fait, pas que sur les personnes homosexuelles. Après, je pense qu'il y a des jeunes qui s'y intéressent pas, et voilà. Est-ce qu'ils sont intéressés à rester à Paris, ou ils pensent que la France est pas assez ouverte d'esprit par rapport à l'homosexualité, ou c'est vraiment juste leur cellule familiale? Je pense que pour la plupart, c'est vraiment leur cellule familiale, et effectivement, parfois, ils sont victimes d'homophobie quotidienne, mais c'est pas ça qui va les empêcher de rester sur Paris. Et sur Paris, on est plutôt bien. Si vous allez dans le centre de la France, ça doit être un peu plus compliqué quand même.
Puis non, c'est ça, comme vous avez dit, l'homophobie de tous les jours. Pouvez-vous nous en parler davantage sur ce que c'est? Bah, Comment ça se vit en l'homophobie de tous les France? jours, ça peut être des regards quand tu te balades dans la rue avec ton mec, ou si tu as une allure peut-être un peu trop efféminée, on peut te regarder, on peut te faire des réflexions, ou on peut se moquer de toi en disant ah regardez ces PD, enfin c'est ce genre de choses quoi. Ok. Oui. Puis vos jeunes qui sont professionnels, en fait, qui ont un travail, est-ce qu'il y en a beaucoup de cas d'homophobie dans le fond, dans le milieu du travail? Pas trop, non. En tous les cas, ils s'en plaignent pas trop. Donc, Ok. voilà. C'est Mais moi, j'ai déjà. Après, ça pourrait être intéressant pour vous, mais il y a des associations qui sont vraiment spécialisées par rapport à l'homophobie au travail. Hein. Je pense à l'association qui s'appelle L'Autre Cercle et que c'est vraiment ça. Ok. Et du coup, là, c'est vraiment tous les faits, homophobes au sein des entreprises. Et moi, on me racontait que, genre, le matin, à la machine à café, quand tu rentres du week-end, en général, tu te racontes un peu ton week-end avec ton mec, avec ta nana, etc. Bah, les personnes homosexuelles ne le font pas, hein, ici, hein, en France. Hein, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué de vivre sa sexualité quand tu es homosexuel. Hein. Enfin, de raconter sa vie privée, quoi. Ah, puis est-ce que aussi, sinon, vu que c'est beaucoup des jeunes à l'école, comment ça se passe pour eux? Est-ce qu'ils ont des commentaires? Est-ce qu'il y a une différence dépendamment si c'est des écoles publiques, privées? Est-ce qu'il y a... Bah, écoutez, non, j'ai pas eu de retour par rapport à ça au niveau de nos jeunes. Alors, est-ce que les mentalités ont évolué ou est-ce qu'ils sont tombés sur de bonnes écoles? J'en sais rien, mais on a eu un jeune qui passait le bac l'an dernier, par contre, et qui a pas voulu révéler son orientation sexuelle à personne. Ok. Ni à ses parents, et dans la rue, enfin, avec ses amis, c'était un hétérosexuel qui pouvait même se moquer des homosexuels, c'est pour vous dire. Ouais. Vous voyez un peu il s'assumait pas du tout. Mais par contre, quand il venait ici, il était bien, mais... Ils se sentaient plus acceptés. Ouais. Ouais. Ok. Est-ce que c'est ça? Est-ce que les gens, ils savent qu'ils sont ici, les jeunes? Est-ce qu'ils en parlent? Est-ce qu'ils vivent un malaise de devoir dire non, je peux pas habiter chez moi parce que je suis homosexuelle? Ben, je crois qu'ils sont pas... je crois que la plupart des jeunes n'aiment pas communiquer le fait qu'ils soient au refuge. Hein. Malheureusement, ils ont honte, en fait, Ok, c'est d'être bon. en situation de précarité. Tu vois? Donc, Ouais. mais ils y sont pour rien, eux. C'est ça, par contre, qu'ils devraient essayer de comprendre. Puis une rencontre, vous, avec... quand il y a une travailleuse sociale, sinon, qui rencontre un jeune, comment ça va se passer? Comme quel genre d'infos est-ce qu'on va essayer de sortir du jeune? Ben, ce qui est étonnant et ce qui se passe pas du tout comme ça, se passe pas du tout comme ça dans un entretien avec un travailleur social d'habitude et en France, on n'aborde pas du tout l'orientation sexuelle en fait et ni la sexualité. Non? En France, ça se fait pas. Sauf que ici, oui. Ah! Ok. Ici au refuge, oui, mais ailleurs, on voit pas ça. Ah non, quand les gens ont besoin d'aide en France, on parle pas de ça. Enfin, ça regarde personne. Au bout du compte, c'est notre orientation sexuelle et notre sexualité. Et du coup, c'est vraiment ça qui est abordé en tout premier lieu. Hein. Ton orientation sexuelle, comment ça a été perçu par ta famille, qu'est-ce qui s'est passé avec ta famille pour que tu sois rejeté ou on t'ait demandé de partir, où tu allais après ce rejet-là, est-ce que tu te prostitues, est-ce que, enfin, pas des, c'est des questions qui vont être posées au fur et à mesure. Est-ce que tu es malade parce que tu peux avoir attrapé le VIH parce que tu t'es pas protégé. Voilà, il y a plein de questions. Est-ce qu'il y a une différence entre les gens qui vont être atteints du VIH, les jeunes qui vont être atteints du VIH puis ceux qui ne le seront pas? Est-ce que vous allez les refuser? Non, pas du tout, on prend tout le monde. Puis est-ce que vous allez payer pour la médication? La médication, elle est gratuite en France, les médicaments. Si tu es suivi si tu as une carte, une sécurité sociale, ça c'est un système français, du coup c'est gratuit. Ok. Puis aussi, parce que nous, on a passé les 2 premières journées dans le Marais, Ouais. on a vraiment vu une grande population homosexuelle. On trouvait ça vraiment incroyable, parce que c'est vraiment des gens, personnellement, je trouve que leur style était vraiment incroyable. Ouais. Est-ce que les jeunes, ils vont avoir tendance à se rendre dans ce quartier? Oui. C'est vraiment leur Il y a endroit. bien- Ouais, c'est mais en fait, le Marais, c'est un quartier où où énormément d'homosexuels ils vont et ils se sentent bien là-bas, quoi. Voilà. C'est le quartier, c'est le quartier gay, le Marais. Ouais. Non, vraiment. Donc voilà, c'est normal que vous en ayez vu. Ouais, c'est Ouais. ça. On savait, c'est Ouais. pour ça qu'on- Après, je vous garantis que si vous allez dans le 20e arrondissement, c'est pas dit que vous en voyez, hein, ou à Barbès et tout. Ouais, est-ce qu'il y a des quartiers où ils ne s'y tiennent pas? Ah oui, À Ouais, éviter. t'as ah bien sûr. Lesquels? Bah, par exemple à Barbès,
C'est dans le 18e, en fait, 20e, 19e. Enfin, je pense qu'ils sont plus à l'aise dans le Marais, en fait. Après, vous savez, on voit pas tellement d'homosexuels se balader main dans la main ici. Hein. Ouais, c'est ça qu'on a remarqué. Ouais, non, on n'en voit pas. Ouais. Pour donner un cas, nous, au Canada, on avait un ami français qui nous a dit, deux hommes qui mangent ensemble, un couple, puis il nous a regardé, puis il était comme, mais non, en France, ils feraient jamais ça. En France, ils n'iraient pas souper au restaurant, les deux, ils ne se tiendraient pas la main. Ils se feraient traiter de non, etc. Puis nous, c'est vraiment pas une réalité. Ah oui, les hommes se baladent main dans la main et tout? Oui. Puis, ça comme les hommes et des femmes. Comme les hommes et des femmes. Ah, nous, non, pas du tout. Enfin, c'est très rare. Non, c'est ça. Est-ce qu'il va y avoir une réaction vraiment très négative de la population si ça arrive? Alors sur Paris, j'en sais rien. Je pense que oui, dans certains quartiers, oui, ils peuvent se faire agresser les gens et se faire. Moi, je connais des personnes qui ont été vraiment agressées et très gravement parce qu'elles étaient homosexuelles. Tu peux nous en parler de ça? Oui. Après, j'en connais deux. Donc il y en a un qui s'est fait tabasser. Il avait une tête comme ça et son copain aussi. Ils se sont fait tabasser les deux parce que du coup ils étaient homosexuels et ils étaient peut-être rapprochés à ce moment-là, quoi. Et l'autre ça a été pire encore. Alors lui, il a été enlevé pendant 3 jours, violé par 4 personnes avec des bâtons, etc. Bref, et laissé quasiment pour mort. Du coup, il a perdu beaucoup de facultés et c'est très difficile. Et ses agresseurs ont été condamnés quand même à 20 ans de prison, je crois. Et c'était la première fois en France. Et cette personne, je la connais, il est très, très gentil, mais on voit qu'il a perdu, je pense, un peu de son autonomie et tout, quoi. Ouais. Elle vient d'où, la haine, je veux dire, pour... Parce que c'est pas normal que deux hommes soient ensemble pour beaucoup de personnes, en fait, depuis longtemps. C'est l'éducation dans le temps. Ouais, je pense. Là, les mentalités, elles commencent un peu à changer, mais oui, c'est vrai que c'est pas fréquent de voir 2 hommes ensemble, main dans la main, quoi. Forcément que ça va attirer l'œil. Vous en foutez parce que vous en voyez tous les jours, mais nous, ça va attirer l'œil. Mais c'est ça, puis c'est vraiment nous par rapport aux manifestations, pas aux manifestations, mais à la loi Taubira. Est-ce qu'il y a vraiment eu une modification? Je veux dire, est-ce que les gens sont permis de justement se tenir par la main, d'avouer? Non, ça a vraiment... Alors, je pense que si, pendant les manifestations, du coup, ceux qui étaient pro-mariage Taubira, bien sûr qu'ils se tenaient dans la main, main dans la main, mais ça n'a pas changé les mentalités pour autant. Puis, non, c'est ça. Puis la marche, la fierté gay, est-ce qu'elle est bien perçue? Est-ce qu'il va y avoir des événements des moments d'homophobie par rapport à ça? Non, je crois pas qu'il y a des événements d'homophobie par rapport à la marche des fiertés, mais par contre, les médias jouent un peu là-dessus et... parce que je sais pas si vous en avez une, vous, de marche des fiertés aussi? Oui. Et du coup, parfois, ça peut être un peu too much dans le sens où on voit des personnes dans des chars, parfois presque à moitié nues, s'exhibant, faisant des gestes. Du coup, c'est ça qui passe à la télé, en fait. Et du coup, les gens qui vivent en France et qui connaissent pas d'homosexuels, ils ont que cette perception-là des homosexuels et une perception qui est parfois... qui fait pas trop rêver, quoi. Ouais, ça fait un peu vulgaire, parfois. Ok. Les médias, est-ce qu'ils jouent un grand rôle dans l'homophobie? Est-ce qu'ils ont aidé, pas aidé? En tous les cas, quand ils montrent des images comme ça, je suis pas sûre que c'est aider les homosexuels de montrer que ça. Et puis en France, on n'a pas de... on doit avoir un personnage à la télé qui est homosexuel et il va lui arriver plein de trucs, mais c'est l'homo de service, le gay de service, quoi. Je sais pas comment dire. Il n'y a pas de... C'est pas comme si il est homosexuel, alors on va le montrer quand même un peu du doigt, quoi. Tandis que... Je sais pas comment ça se passe dans d'autres séries, mais qu'il soit gay ou pas gay, on s'en fout, quoi. Mais nous, c'est quand même montré, quoi. Non, mais c'est vrai, parce que nous, on fait vraiment le parallèle dans la tête en ce moment entre le Canada et on se demande vraiment. Mais aussi, sinon, est-ce que, pour revenir un peu avec les médias, est-ce qu'il y en a un, par exemple, un journal qui va être plus homophobe? Est-ce qu'il va avoir des propos plus homophobes contre ça? Est-ce qu'il y en a certains en France? Qu'il y en a qui sont pas... Non, parce que les propos homophobes, ils sont punis par la loi en France. Donc, ils n'ont pas intérêt à être homophobes. Après, il peut y avoir peut-être des dérapages de personnalité, etc. Mais c'est pas fait...
comment dire, c'est pas fait pour dire des propos homophobes. Parfois, on va dire, j'en sais rien moi, allez, on n'est pas des PD, allez, enfin, je sais pas si c'est. Ouais, c'est une expression pour dire on a de la force, on est des hommes, etc. Enfin, sauf que c'est un propos homophobe, mais parfois les gens vont tenir ce propos-là sans vouloir faire du mal, mais. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais voilà. Ça sort naturellement. Ça sort naturellement. Puis, juste finir avec il y a un rapport de SOS homophobie qui sort chaque année, puis ça disait qu'il y avait des augmentations dans les cas d'homophobie suite à 2013, à la loi Taubira. Puis sinon, c'est ça, est-ce que vous envoyez les cas d'homophobie à SOS homophobie? Comment ça marche que les organismes entre vous communiquez? Est-ce que non, vous on communique pas. Non? On communique pas. Après, on n'est pas sur le même terrain, hein, parce que nous... SOS Homophobie, ils sont plus dans la revendication, ils font beaucoup d'interventions au milieu scolaire et ils ont une ligne d'écoute pour les actes homophobes, effectivement. Mais nous, on fait de l'homophobie familiale donc, et on fait pour les jeunes, donc on n'a pas les mêmes cas que SOS Homophobie. Ok, parfait. Mais je pense que oui, malheureusement, on tient une ligne d'écoute et du coup, il y a pas mal de gens qui nous appellent et qui rentrent pas dans notre cadre parce qu'ils sont trop âgés, mais qui sont vraiment embêtés par rapport à leur orientation sexuelle. Hein. La limite d'âge est très respectée. On a fini, je crois, mais tu peux passer. Hein, mais... Vous venez? Viens. On va vous on n'est pas pressé. Il n'y a pas de problème. On essaye de respecter la limite d'âge, mais après ça dépend. On peut avoir un jeune qui est un peu plus âgé, on va quand même le prendre. Ça dépend. Ouais. Puis après, sur Paris, on prend aussi pas mal de jeunes qui viennent d'autres pays, en fait, où c'est encore plus compliqué qu'en France d'être homosexuel. Comme quel autre pays? Il y a quoi, le Cameroun, Bangladesh, les jeunes. Alors, on a Mali, Congo. Pouvez-vous venir prendre une chaise pour être dans l'angle de la caméra ou c'est pour vous? Mais je vais vous laisser ça. Ouais. Mais c'est un devoir. C'est pour l'école. Ah, ok. Parfait. C'est ça, il y a donc le Mali, le Cameroun. Oui, alors donc des jeunes maliens, du Cameroun, du Congo. Bangladesh, Azerbaïdjan, Russie, Albanie, Ok. Arménie. Après, il y a des pays où c'est plus grave que d'autres d'être homosexuel. Il me semble que le Cameroun, c'est quand même... c'est pas puni de la peine de mort, ça? Non, mais prison et amende. Il y a des pays, il y a des pays où c'est la peine de mort d'être homosexuel, hein, parce qu'ils se font arrêter, ils se font tuer, quoi. Donc, je crois qu'il y a 7 pays dans le monde où c'est comme ça. Ok. Puis vous, qu'est-ce que vous faites à l'organisme? C'est quoi votre travail? Vous êtes travailleuse sociale? Oui. C'est vous qui avez les entretiens avec les jeunes? Oui, du coup, en fait, je fais l'accompagnement social individuel. Donc, on travaille sur leur projet de vie, donc sur tous les domaines de vie quotidienne, en fait. Donc, ça va être le logement, le budget, la santé, l'insertion sociale, professionnelle, voilà, tout ce qui concerne la vie du jeune. Vous devez avoir un attachement à la fin, non? Avec les jeunes, ça doit être dur de juste leur dire... Ça dépend desquels. Si, tous, mais à leur manière, forcément, on s'attache aux jeunes, mais voilà, on reste quand même professionnel et le but, c'est qu'ils partent le mieux possible. S'ils partent mal, dans le sens où, avec des disputes, généralement, ils reviennent quand même vers nous après. Après, on a pas mal de jeunes qui reviennent nous voir, savoir comment on va, donc on leur demande des nouvelles, on garde des contacts. Le contact, il n'est pas rompu dès lors qu'ils quittent le logement, donc l'hébergement. Donc du coup... Est-ce que vous avez eu des gens qui ont été désagréables avec vous, des jeunes vraiment désagréables, que ça n'a pas pu fonctionner parce qu'il n'y avait pas la volonté de s'aider, puis... Est-ce qu'un jeune qui retombe tout le temps, par exemple, dans la prostitution, vous allez continuer de l'aider? Est-ce que... Oui, on va continuer à l'aider, mais là on va se dire, à un moment donné, est-ce que le refuge est adapté à la situation du jeune? Et on va chercher les partenaires qui seraient plus adaptés pour l'aider. Le but c'est ça, c'est qu'on travaille ensemble avec le jeune, on essaie de repérer toutes les difficultés qu'il peut rencontrer dans sa vie et à chaque fois on va se fixer des objectifs. Ok, tu te mets en danger par rapport à la prostitution, donc le but ça va pas être de dire non c'est pas bien ce que tu fais, le but c'est de savoir pourquoi tu en es arrivé là, pourquoi tu fais ça et comment tu vas pouvoir pour ne plus te prostituer par exemple. Et voilà, après on cherche les partenaires, et aussi bien santé que les associations spécifiques
et il faut qu'on travaille en lien, en partenariat après. Est-ce que vous avez des exemples de vos partenaires? Ce serait quelles organisations? Du coup, il y a l'Amicale du Nid par rapport à la prostitution. C'est quoi? C'est une association qui s'occupe des personnes en danger ou en risque prostitutionnel. Ou en situation de prostitution. Ou en situation de prostitution. On a l'association AIDS. Donc là, c'est par rapport à tout ce qui est prévention VIH. Par rapport aux addictions, là, on est en train de voir, il y a le centre jeunes consommateurs. Donc il y a l'accord de RAID et le centre émergence avec qui on travaille. Quoi d'autre? Après, c'est plus des partenaires pour l'hébergement, le futur, donc les foyers de jeunes travailleurs. Des centres d'hébergement de réinsertion sociale, des centres d'hébergement d'urgence, où on travaille spécifiquement avec eux sur une situation. Voilà. Après, on a pas mal on a des jeunes aussi trans, donc on travaille avec Accept ST, qui est une association trans, militante, mais qui fait aussi de l'accompagnement. Donc c'est pour ça qu'on se tourne vers eux. On a PAST, qui s'occupe des personnes trans avec problématique prostitution. Ok. Voilà. On en a plein. On en a plein, mais... C'est ça, mais ça me surprend, il y en a beaucoup vraiment précisément, dépendamment du problème. Est-ce qu'en France, par exemple, le gouvernement va offrir beaucoup de subventions pour ces organisations-là? Est-ce qu'il y a vraiment... Non, c'est des dons. Ouais, on est subventionné, hein, mais c'est une toute petite part parce que les gens ils sont pas sensibles à tout ça aussi, hein. Je veux dire, pour être sensible au refuge, à la base, en général, c'est plus des homosexuels qui sont sensibles à nous, quoi. C'est pas des gens hétérosexuels mariés avec des gosses. Hein. Ok. Puis ici, vous avez combien de bénévoles qui travaillent en ce moment? On en a une quarantaine ici, dont 20 qui sont extrêmement investis et ça marche plutôt bien en fait. Ok. Puis comment vous les recrutez d'enfants? Ils viennent d'eux-mêmes? Non, alors oui, ils viennent d'eux-mêmes et puis on a énormément de demandes, du coup on doit faire un choix en fait. Oui. On a eu 800 demandes là juste sur Paris l'an dernier. Mais on est à Paris, hein, du coup il y a une communauté aussi LGBT qui est importante hein, quand même. Hein, donc oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'homosexuels à Paris en fait. Ouais, la communauté LGBT, comment ça se passe en France? Est-ce que est-ce que vous avez une approximation du nombre de gens? Non, il n'y a pas d'enquête qui sont faites. Mais bon, je pense que sur Paris, on est plus nombreux, enfin ils sont plus nombreux que dans le centre de la France, quoi. Enfin, dans le centre de la France, il n'y a pas de centre LGBT. Hein. Et il y a plein de gens qui ne savent même pas ce que ça veut dire LGBT. Ouais, pour vrai? Ah bah oui. Ah bah oui. Même dans les écoles, ils n'en parlent pas. Bah non. Non. Est-ce que c'est un peu tabou? La sexualité en général, quand même en France, c'est assez tabou, quand même, on peut le dire. Et après, du coup, on a des interventions au collège. Je leur ai expliqué sur la sexualité, mais du coup, c'est sexualité. Mais moi, avant d'arriver au refuge, je savais pas ce que c'était LGBT. Toi, oui? Tu connaissais? Moi, je connaissais pas. Hein. Si, je connaissais le terme LGBT. Moi, pas du tout. Sinon, après, par exemple, moi, je pensais pas que des jeunes pouvaient être rejetés parce qu'ils étaient homosexuels ou trans. Pour moi, c'était juste un peu impensable. Oui, mais est-ce que tu te posais la question des jeunes homosexuels et jeunes trans? On s'est même pas posé la question. Non, on s'est même pas posé la question de ce qu'ils faisaient. Hein. C'est tellement pas dans notre monde que... Vous n'avez pas de cours, par exemple, quand vous êtes jeune à l'école d'éducation sexuelle ou de cours comme pas ça? sur ça, en tout cas, non? Non. Pour nous, à l'école, c'était un papa et une maman. Hein. C'est bon. Mais c'est ça, est-ce qu'il y a beaucoup... on nous avait parlé justement à Montréal chez Gay-Écoute d'hétérocentrisme. C'est-à-dire le fait que c'est vraiment une maman, un papa, le petit enfant, la famille, puis on montre le gay du doigt. C'est pas... Il y en a beaucoup de ça. Je pense qu'il y en a eu beaucoup, oui. Et puis ça continue. Et puis c'est le modèle de la France. Hein. Je pense que c'est pas ancré dans les têtes d'avoir deux papas et deux gosses. Non, c'est pas du tout. C'est pas du tout ancré. Mais par exemple la manif contre le mariage pour tous. Le symbole, c'était quoi? C'était un papa, une maman et deux gosses. Enfin, deux enfants du coup, parce que gosse au Québec, ça non, veut pas dire la même chose. Ça veut dire quoi? Les testicules. Ah, on comprend, on est habitués. On dit les deux, là. Mais non, c'est vraiment c'est surprenant.
Puis, mais c'est ça, par rapport à la manif pour tous, est-ce que vraiment il y a des gens qui ont manifesté, qui voulaient par exemple enlever des endroits comme ici, des ressources comme ici? Non? On a déjà eu des tweets ou des trucs, on va faire sauter votre refuge de PD ou des trucs comme ça. Ouais. Est-ce que les réseaux sociaux, ça joue une grande place dans... Ça dans peut la jouer. famille? Bah oui, ça Aux peut, ça peut. Bah, pas pour nos jeunes, mais on peut être attaqué, quoi. Oui, Mais les jeunes, ils sont pas victimes de ça. Ok. Enfin, en tout ils cas. sont protégés. Ouais, Voilà, par ils rapport à sont ça, protégés. Enfin voilà, on leur dit pas que qu'on peut risquer, quoi. Le but, c'est qu'ils se sentent en sécurité, c'est quoi. Ouais. Mais oui, il y a... Ouais. Parfait, puis merci beaucoup pour l'entrevue. Vraiment, on a abordé tellement de sujets, puis je trouve vraiment votre organisme, vous avez l'air impliqué. Vous avez 800 personnes qui sont dévouées puis prêtes, puis une grande communauté LGBT. Ouais. Puis nous, c'était vraiment, on est content de savoir que ça existe pour les jeunes, dans le fond, qui ont une chance. Puis on espère que vraiment, comme au Québec, ça va être plus ouvert d'esprit, qu'un jour, ça va plus être un maman et un papa seulement, que ça va pouvoir être plus accepté. Parce que je sais pas pour vous, mais nous, on a quand même des affiches où, par exemple, ça va être 2 papas qui vont être en train de déjeuner, puis ça va être une annonce de céréales. Ça, c'est vraiment quelque chose que je sais pas si c'est en chemin vers... Bah, pour l'instant, non, mais ça serait bien que ça tourne comme ça. Est-ce que vous êtes optimiste ou non pour terminer là-dessus? On verra, je pense que ça va prendre du temps quand même, hein, non? Ça va prendre du temps, après, il faut rester optimiste. Ouais. Oui. Je pense que les mentalités, Pour la de toutes suite, les manières, oui. elles vont être obligées de changer. Je veux dire, je pense qu'il y a 20 ans de ça, même, il n'était pas question que 2 homosexuels puissent se marier. Et il y a 50 ans de ça, les homosexuels, ils étaient cachés ici, il n'y en avait pas. C'était criminalisé, je pense. Oui, voilà, de toutes les manières, c'était considéré comme une maladie mentale d'être homosexuel. Hein. Donc ça a évolué. Donc, Est-ce que ça a persisté beaucoup, cette idée de la maladie mentale? Est-ce qu'il y a encore des parents chez certains, oui. qui pensent Ouais, ça? Oui, Ouais. pour eux, c'est une maladie. Ouais. Faut qu'ils se fassent exorciser. Ou soigner. Vous en avez eu des cas de Oui, ça? on en a eu, ouais. Puis comment vous réagissez? Je veux dire, est-ce qu'il y a des jeunes qui ont déjà eu des thérapies contre Oui, l'homosexualité? Oui. Pouvez-vous nous en parler? Comment ça se passe un peu ça? Comment ça se passe? Ça, j'en sais rien comment ça se passe, mais parce qu'il nous a pas raconté, mais en tous les cas, il était vu pour plus être homosexuel, donc on devait lui faire un travail de culpabilisation. C'est pas normal. Ce qui est normal, c'est être avec un père et une mère, enfin avoir une relation sexuelle avec une fille, enfin voilà, des trucs comme ça, je pense. Bon, après, c'est rare hein, quand même, mais c'est arrivé. Ouais. Et merci beaucoup pour de votre rien. temps. Puis vous, votre nom, c'était pour qu'on puisse... Laura. Laura, parfait. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis, on espère que tout va bien se dérouler pour le futur pour votre organisme. Ouais. Puis que vous allez continuer à avoir les